الجمعية المغربية لدكاترة القانون، والتي تواكب من خلال أبحاثها العلمية مختلف التحولات التي يعرفها قانون الشركات وقانون صعوبات المقاولة، مع اهتمام خاص بقضايا الحكامة والمجاعة القانونية والاقتصادية. والمقاربة الثانية هي مقاربة قضائية عملية سيقدمها الأستاذ الفاضل العربي فارس، رئيس المحكمة التجارية ببني ملال، أحد أبرز القضاة المتخصصين في مجال صعوبات المقاولة، راكم تجربة ميدانية غنية بمحكمة الدار البيضاء قبل أن يترأس المحكمة التجارية بأكادير وينتقل بعد ذلك إلى بني ملال. كما عزز هذه الخبرة بتكوين أكاديمي رصين ورفيع توج بالحصول على الدكتوراه في هذا المجال، سيمكننا من الوقوف على كيفية تجسد هذه الاختيارات التشريعية والحكماتية في الممارسة القضائية اليومية. أستاذة سلمى, quel sens donnez-vous à la gouvernance? Et puis, qu'est-ce qu'un bon modèle de gouvernance des difficultés des entreprises et quelle évaluation faites-vous du système marocain de traitement des difficultés des entreprises à l'aune de ce critère de gouvernance? À vous la parole, merci. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je voulais tout d'abord remercier le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire de nous recevoir dans ce magnifique amphithéâtre, magnifique par la beauté architecturale artisanale du lieu, mais magnifique aussi parce qu'il nous a permis de nous réunir entre différents champs de spécialité. Donc on a pu échanger, écouter avec beaucoup d'intérêt les magistrats, les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, bien sûr les professeurs, les chercheurs, mais aussi les praticiens, les avocats, les membres d'institutions. Et c'est cet éclairage justement transversal qui donne du sens à la réflexion autour du droit des affaires. Parce qu'on est à un moment de notre histoire où on a besoin d'une conjonction d'efforts pour faire en sorte que les choses bougent dans le bon sens et vers la bonne direction. Donc vraiment, je vous remercie de nous donner, je remercie les organisateurs bien sûr de cette rencontre, de nous donner l'occasion de pouvoir interagir entre nous. Ces lieux d'échange sont des lieux précieux et je vous propose que cette rencontre soit la première d'une longue série sur laquelle on essaiera de porter des éclairages encore plus spécialisés sur des domaines variés, différents, stratégiques du droit marocain des affaires. Alors vous avez eu la gentillesse de me poser 3 questions auxquelles je vais essayer de répondre dans les temps qui me sont impartis. Donc 3 questions. La première, elle porte sur le sens de la gouvernance en droit des entreprises en difficulté. Alors je vous remercie déjà pour ces questions parce qu'elles me permettent en fait de faire le lien entre mes 2 domaines de prédilection dans la recherche scientifique, à savoir le droit de la gouvernance et le droit des entreprises en difficulté. Alors pourquoi appliquer la gouvernance à une matière aussi technique que le droit des entreprises en difficulté? Pourquoi? Simplement pour essayer de prendre de la hauteur et de considérer le droit des entreprises en difficulté non pas comme une succession de règles, de procédures et d'intervenants, mais plutôt comme un écosystème, comme, alors le mot et la formule a été dite ce matin, comme une chaîne interdépendante de responsabilité et d'intervention. Donc cette manière, je vais employer un mot à la mode, systémique, d'envisager les problématiques importantes et les dysfonctionnements autour donc, du traitement judiciaire des difficultés des entreprises, nous permet de sortir de cette vision fragmentée de la matière qui va venir se focaliser soit sur la lecture de la loi, soit sur l'analyse critique du travail judiciaire. Je postule l'idée contraire. Pour moi, encore une fois, il faut une vision à 360 degrés qui va venir questionner ce paradoxe, ce problème structurel de la matière de manière à apporter de l'intelligibilité. Je m'explique. Je ne pense pas que le problème est un problème de loi, donc de cadre légal, et je ne pense pas non plus que le problème est uniquement un problème de fonctionnement et de déploiement judiciaire du livre 5. Je pense que
Le problème est de nature systémique et c'est ce que je vais essayer de partager avec vous dans le cadre de mon intervention. Alors, maintenant que j'ai posé un petit peu le cadre conceptuel de la gouvernance, je voudrais rappeler quel est le problème qui nous préoccupe. Je parle de paradoxe structurel de la matière. Pourquoi? On le sait tous, on est entre spécialistes. Il y a un décalage. D'ailleurs, même les institutions internationales remarquent ces dualités du modèle marocain, qui d'un côté est très avancé en termes de loi, notamment le livre 5. Il faut savoir que le livre 5, notamment après la réforme de 2018, implémente quelques-uns des outils internationaux les plus avancés en la matière. Donc on a un livre 5 qui, sur un plan légal, strictement légal, est très avancé, très ambitieux. Je pose la question de trop ambitieux peut-être. Et puis de l'autre côté, on a une réalité pratique qui tarde à suivre, c'est-à-dire un système, et je n'utilise pas le terme de système judiciaire, donc un système en général qui n'arrive pas à déployer concrètement les outils qui sont donc organisés par le livre 5. Et pour essayer de comprendre pourquoi, la gouvernance est véritablement, de mon point de vue, une clé de lecture particulièrement donc porteuse de sens. Alors, pour arriver à mesurer, évaluer le modèle marocain, encore faut-il savoir qu'est-ce qu'un bon modèle de gouvernance des difficultés des entreprises. Alors, pour y répondre, je pense que la meilleure démarche est de revenir finalement, de questionner, d'interroger les finalités, la nature même de ce droit. Alors, le droit de l'insolvabilité, du traitement de l'insolvabilité, est un droit dérogatoire. C'est un droit qui met en place une véritable parenthèse d'exceptionnalité juridique. Les spécialistes parlent d'un droit turbulent. Pourquoi turbulent? Parce que c'est un droit qui va venir invalider les règles les mieux établies du droit commun. Pourquoi? Pour véritablement construire un bouclier de protection autour de l'entreprise en crise. C'est un peu ça l'idée, c'est un peu ça les mécanismes qui sont déployés dans le cadre du livre 5. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce caractère exceptionnel et exorbitant d'ordre public n'est pas fait pour protéger l'entreprise en tant que telle, pour faire plaisir au chef d'entreprise. Non, c'est pas pour ça que ça a été mis en place. C'est pour protéger la valeur économique, sociale et je dirais sociétale portée par l'entreprise. En réalité, le livre 5 poursuit deux finalités extrêmement pragmatiques. D'abord, une finalité économique. Il faut préserver cette source fondamentale, essentielle, de création de richesse et de création de l'emploi. On sait que maintenant, les économies contemporaines, les sociétés contemporaines sont vraiment structurées autour de l'entreprise. Premier objectif. Deuxième objectif, c'est un objectif de nature juridique, c'est-à-dire que le législateur ne pouvait pas rester indifférent face à la situation d'un commerçant qui tombe en défaillance. Il a fallu intervenir pour organiser le paiement des créances pour préserver encore une fois la confiance et le crédit entre les opérateurs économiques. Le problème, c'est que ces deux objectifs, donc l'objectif économique et l'objectif juridique, sont extrêmement difficiles à mettre en place, surtout à implémenter en même temps de manière simultanée. Lorsqu'on parle par exemple de procédures de redressement ou de sauvegarde, on parle de la réalisation de ces dualités d'objectifs. Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi c'est difficile? Parce que, et c'est important de le rappeler, on l'oublie parfois lorsqu'on évalue la matière, c'est que le droit des entreprises en difficulté, fondamentalement, est un droit de la répartition de pénurie. C'est un droit de diffusion organisée du risque économique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'il y a une difficulté, une faillite, pour le dire simplement, on va toujours perdre quelque chose. Tout le monde va perdre quelque chose. Le plus important et le but et de la loi et du tribunal, c'est que ces pertes soient justement et équitablement réparties, qu'elles ne portent pas sur une des parties prenantes plutôt que l'autre. Et c'est comme ça qu'on arrive à maintenir justement cette fameuse confiance et cette fameuse sécurité sur le marché. Cet équilibre est très difficile à maintenir parce qu'encore une fois, on est dans le cadre, on doit faire des arbitrages difficiles
entre des intérêts qui sont tous légitimes. L'intérêt du chef d'entreprise est un intérêt légitime, l'intérêt des salariés également, des créanciers, des administrations publiques, en fait de tout l'écosystème de l'entreprise en difficulté. Dès que l'entreprise commence à être en crise, dès qu'elle commence à avoir une trésorerie qui commence un petit peu à être asséchée, un passif qui commence à s'hypertrophier, tout de suite on va avoir donc ces différents intervenants, ces différents acteurs qui vont venir s'affronter dans une guerre concurrentielle. Et les intérêts qu'ils expriment sont des intérêts légitimes. Et le livre 5 est justement, a été pensé pour arbitrer entre ces différents intérêts. Alors maintenant, ce qui est compliqué, encore une fois, ce n'est pas pour dédouaner l'appareil judiciaire, c'est que, quels que soient les choix qui sont effectués, on va toujours léser une partie. Alors, si par exemple le tribunal fait le choix de prioriser l'intérêt de l'entreprise comme l'invite à le faire le législateur, c'est-à-dire qu'il se dit, malgré les difficultés, elle garde un potentiel, elle garde une capacité concurrentielle, on va venir l'accompagner dans une procédure de sauvegarde ou de redressement. Alors ici, le risque, c'est qu'on va venir créer la défiance au niveau des créanciers. C'est-à-dire que les créanciers vont attendre peut-être 10 ans, ils ne vont pas être payés et l'entreprise ne va pas être structurée. Qu'est-ce qu'on fait ? On crée la peur, on porte atteinte à la confiance, on porte atteinte à la sécurité. Ce ne sont pas uniquement les créanciers qui sont directement concernés. Alors, derrière les créanciers, et c'est ça ce qui est important à observer, il y a les moteurs de l'économie. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'effet systémique. C'est-à-dire qu'un créancier qui perd confiance, c'est un créancier qui va venir augmenter les taux d'intérêt. Les banques vont venir mettre en place des conditions qui sont beaucoup plus exigeantes et restrictives, et donc ça va venir compliquer l'accès des entreprises au financement. On va voir petit à petit un assèchement des circuits de financement. Donc c'est quelque chose d'assez considérable qui peut être un véritable facteur bloquant pour le fonctionnement du marché, le fonctionnement de l'économie. Maintenant, si on prend la décision d'être plutôt dans une approche liquidative, on va venir prioriser l'intérêt des créanciers. Qu'est-ce qu'on fait ? On porte atteinte, on détruit la valeur. C'est-à-dire qu'on va venir générer une destruction d'entreprises qui auraient pu éventuellement, potentiellement, continuer à exister. Et on entraîne une perte massive des emplois. Donc on revient en fait au droit d'avant 1996. On revient à ce droit de l'exécution forcée, ce qui n'est pas du tout le but. Le même dilemme ou le même choix cornélien, on va le retrouver au niveau des sanctions. Si le juge, vous avez parlé des fautes de gestion, vous avez parlé de la responsabilité, on comprend que vraiment pour le dirigeant des sociétés, ils n'ont pas toujours cette conscience, et véritablement la gestion d'entreprise est un terrain miné. Ça devient un terrain explosif quand il y a une défaillance. Si le tribunal interprète de manière rigoureuse la loi et qui va venir relever et caractériser la faute de gestion là où elle se trouve, et on sait que c'est très facile de caractériser les fautes de gestion. Pourquoi ? Madame Lemnieri parlait de dirigeants diligents. En fait, il suffit que la faute de gestion soit une omission. Donc c'est très facile sur le terrain de caractériser une faute de gestion. Une simple comptabilité mal tenue peut être considérée comme une faute de gestion et peut donc engager la responsabilité du dirigeant. Donc si le juge décide d'être rigoureux dans l'application du livre 5 et décide de caractériser les fautes de gestion et d'appliquer les sanctions qui sont des sanctions quand même importantes, on va être dans un droit qui est un droit qui génère la peur et qui bloque l'esprit d'entreprise. Si au contraire, on est beaucoup plus compréhensif, beaucoup plus souple, on comprend un petit peu donc la difficulté de gérer une entreprise, notamment dans un marché qui est ouvert. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Quel est le risque ici ? C'est d'être un peu laxiste et donc finalement de manière indirecte d'encourager des comportements, j'allais dire, qui utilisent le livre 5 de manière tacticienne, pour ne pas dire malhonnête. On va utiliser le livre 5 pour venir neutraliser les poursuites des créanciers pour simplement échapper à ses obligations. Donc on est un peu pris entre ces deux feux et tout ça n'est pas fait pour simplifier donc, le travail du juge.
Alors, je reviens à la question, qu'est-ce qu'un bon système de gouvernance des difficultés des entreprises? C'est un système qui va venir organiser donc l'équation de traitement de manière coordonnée, de manière à faire en sorte que les différents acteurs, quel que soit leur positionnement, puissent travailler en concertation dans la réalisation d'un intérêt commun, qui est soit le paiement des créanciers, lorsqu'on est dans la liquidation, soit le paiement des créanciers et la restructuration de l'entreprise. C'est ça un bon système de gouvernance des entreprises en difficulté. Et peut-être vous donner des exemples concrets pour comprendre en fait que cette notion de gouvernance et d'écosystème est tout à fait centrale. Pour vous montrer en fait que lorsque une procédure de redressement de liquidation échoue, on ne peut pas mettre ça uniquement sur la faute ou la responsabilité de la loi ou la responsabilité du tribunal, du juge. Prenons le cas très concret d'une entreprise en redressement. Donc, on est dans une procédure de continuation de l'activité. Alors, généralement, le tribunal, quand il ouvre cette procédure, il le fait pour une durée maximale de 10 ans. Alors, ce qu'on remarque sur le plan pratique, c'est qu'à la fin des 10 ans, souvent, la procédure sera reconvertie en procédure de liquidation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on a échoué à réorganiser l'entreprise, à assainir sa trésorerie et qu'on a échoué également à résorber son passif. Donc, c'est un peu un double échec. Est-ce que c'est vraiment, on peut s'interroger ensemble, est-ce que c'est vraiment la faute du juge qui a mal choisi la procédure à engager, qui a mal conduit cette procédure, qui l'a mal contrôlée, ou est-ce que c'est une erreur ou des dysfonctionnements collectifs? D'abord, commencer par le chef d'entreprise. On sait qu'il y a des instruments qui sont des instruments d'anticipation de la cessation de paiement. Est-ce que ce dirigeant, il les a utilisés? Est-ce que ce dirigeant a été en capacité de produire une comptabilité qui est une comptabilité fiable et sincère, qui permet au moins au tribunal et au syndic de comprendre la situation de l'entreprise en maîtrisant les paramètres de manière fiable? Est-ce que le commissaire aux comptes a joué son rôle? On sait que le livre 5 définit un devoir d'alerte. On ne parle pas de droit d'alerte. C'est quelque chose qui n'est pas suffisamment mis en avant. Les commissaires aux comptes, c'est très rare au Maroc, d'après ce que je sais, c'est très rare que dans le cas de cessation de paiement, ils utilisent leur devoir d'alerte. Et c'est pourtant quelque chose d'extrêmement salvatrice qui peut permettre justement cette anticipation de la cessation de paiement, parce qu'en fait, quand il y a cessation de paiement, c'est vraiment un degré très avancé de la maladie de l'entreprise. C'est très difficile de revenir en arrière. C'est très difficile de traiter le malade. Donc c'est bien d'anticiper. Pourquoi les commissaires aux comptes ne déploient pas, ne mobilisent pas suffisamment cette diligence qui est un devoir? Et pourquoi ensuite on n'a pas un questionnement au niveau de leur responsabilité? Alors je vous donne l'exemple par exemple de la France, où les commissaires aux comptes, on a à peu près le même cadre, et on a plusieurs actions qui ont été intentées contre les commissaires aux comptes qui sont des auditeurs légaux, pas pour défaut d'alerte. Et leur responsabilité civile a été engagée, ils ont été, tenez-vous bien, condamnés à des millions d'euros de dédommagement parce qu'on a perdu une entreprise, simplement parce que l'auditeur légal, qui est une sentinelle au niveau de l'intérêt social, n'a pas joué son rôle. Donc on peut questionner quand même la démarche de ces auditeurs légaux quand ils existent. Une fois que le plan est adopté, donc cette fameuse entreprise qui est en redressement, est-ce que les partenaires, c'est-à-dire les banques, est-ce qu'ils ont tenu compte de cet effort de restructuration et donc ils ont permis à cette entreprise d'accéder à un financement qui est un financement adapté, ou est-ce qu'au contraire, ils ont fermé les robinets et rendu le financement extrêmement difficile, extrêmement coûteux? Si moi je suis en redressement, j'ai un marché public, je ne peux pas avoir de financement, comment je peux conduire mon activité? Si j'ai accès à un marché public et qu'en même temps la banque refuse de me donner la caution bancaire, c'est des cas pratiques que je partage avec vous, comment je peux arriver à continuer mon activité? Donc même chose pour les administrations. Lorsque l'administration fiscale, elle campe sur sa position de créancier privilégié, qu'elle est dans une position rigide de recouvrement de sa créance, qu'elle ne donne pas à l'entreprise en difficulté qui continue son activité une attestation de régularité pour qu'elle puisse justement participer à des appels d'offres et continuer à déployer son activité, c'est très difficile de maintenir cette activité. Dernier point de responsabilité à interroger, on n'a pas de repreneur.
Au Maroc, on a un mécanisme qui est bien organisé, j'allais dire organisé avec efficience au niveau du livre 5, mais qui n'est pas implémenté dans la pratique, qui est la reprise d'une entreprise en difficulté, c'est-à-dire qu'on a un débiteur qui n'a plus la confiance de l'écosystème et qui vend l'entreprise qui a encore du potentiel, qui est en redressement, qui est en liquidation, qui la vend à un concurrent, à un repreneur, à un investisseur qui va lui continuer cette activité sous le contrôle du tribunal en maintenant une partie significative des salariés et bien sûr en maintenant l'actif de l'entreprise. Donc c'est un traitement qui marche très bien ailleurs. À l'étranger, on a un véritable marché de l'investissement dans les entreprises en difficulté. On a même des hommes d'affaires donc célèbres qui ont bâti leur fortune sur l'achat d'entreprises en difficulté, la restructuration, la réorganisation de ces entreprises et ensuite leur revente. Au Maroc, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que le processus de vente judiciaire, déjà, il est opaque, donc les investisseurs ont du mal à faire confiance, parce que lorsqu'on achète, on peut être appelé à acheter une entreprise en difficulté, on achète une boîte noire, puisque justement on a cette comptabilité, cette gestion financière qui est plutôt opaque, et puisque aussi, les procédures collectives durent très longtemps, on a une perte de temps. Le temps joue contre l'entreprise, il joue contre la valeur de l'entreprise. Quand j'achète une entreprise, j'achète les actifs immatériels, j'achète les clients, j'achète une équipe qui est engagée, j'achète des brevets, j'achète donc un portefeuille de clients et de fournisseurs. Mais 5 ans après, 6 ans après, il n'y a plus rien, il n'y a plus que de l'actif. Immobilier ou mobilier qui ne vaut pas grand-chose. Donc c'est difficile après d'intéresser les repreneurs. Donc ce sont tous ces paramètres qui vont venir compliquer la conduite de plans de redressement, de plans de continuation. Il ne faut pas s'étonner quand on a des données qui sont extrêmement inquiétantes en termes de difficultés des entreprises. Alors malheureusement, donc, le Conseil supérieur produit de la donnée, mais ne produit pas. Et je tiens à le dire en tant que chercheuse passionnée par la matière, il ne produit pas de données dynamiques de la matière. C'est-à-dire on a des taux, par exemple, combien il y a eu de procédures de redressement, combien il y a eu de procédures de liquidation, mais on n'a pas des chiffres qui nous permettent de suivre la procédure sur le long terme. C'est-à-dire input-output. On a commencé par une procédure de redressement ou de sauvegarde, on est sorti avec quoi? Alors souvent, ce qu'on a, c'est qu'on est sorti avec une reconversion à pratiquement 99% des procédures de redressement de sauvegarde en procédure de liquidation. Mais après avoir perdu quand même 10 ans de temps. Pourquoi? Donc on n'a pas ces taux. Et ces taux sont très importants pour nous. On n'a pas le taux de recouvrement des créances. C'est-à-dire, par rapport à 1 dirham de créances engagées, combien on a de taux de remboursement, qu'on soit dans une procédure de continuation ou qu'on soit dans une procédure de liquidation. Ces chiffres sont complètement absents et on le regrette. Donc, monsieur le président du Conseil nous a invités au courage. Et donc, c'est pour ça que je me permets de partager avec vous, parce que quand même, ces points sont des points qui vont venir un petit peu compliquer la recherche. Ceci étant, on a de la donnée, et la donnée produite par des instances internationales. Et ces données sont extrêmement inquiétantes en ce qui concerne le droit des entreprises en difficulté, en ce qui concerne surtout non pas le cadre légal, mais le déploiement pratique du livre 5. Alors, on a un rapport d'Alliance Trade qui donne au Maroc une note extrêmement dégradée en termes de recouvrement des créances suite à une procédure collective. Donc, il nous donne un chiffre, une note de 53 sur 100, alors que sur le plan macroéconomique et de stabilité politique, on est très bien classé. Donc, où est-ce que le problème se situe? Au niveau du taux de recouvrement des créances, en particulier quand il y a une procédure d'insolvabilité. Ces taux sont très inquiétants et on est classé dans la catégorie des pays à haut risque. On a beaucoup parlé d'attractivité. L'investisseur, il a besoin bien sûr d'infrastructures, mais il a besoin d'être sûr qu'en cas de défaillance, qui n'est pas un accident rare dans la vie des entreprises, son intérêt sera correctement protégé, il sera accompagné face à un débiteur qui est un débiteur récalcitrant. Donc tout ça, ce sont des indicateurs qu'on doit prendre en considération, et je finis avec ça. Le Maroc est en train de vivre une période tout à fait remarquable, historique, précieuse de son histoire. On est en train, sous le leadership éclairé de Sa Majesté le Roi, de réussir à amorcer les conditions de notre décollage économique.
Donc il y a beaucoup d'efforts qui sont concédés. Il ne faut pas que le droit, il ne faut pas que la justice soient des éléments qui fragilisent, qui affaiblissent ces dynamiques. Au contraire, le droit, les juristes, le système judiciaire doit être un élément qui fiabilise l'investissement et qui apporte la sécurité et la confiance pour faire en sorte que tous les efforts qui sont déployés par ailleurs arrivent justement à faire en sorte qu'on puisse avancer. Je vous remercie pour votre attention.